beaucoup de jeux étaient fabriqués à Marseille. Mais en fait, l'origine du tarot de Marseille n'est pas du tout marseillaise. Et il y a même une hypothèse qui dirait que ce serait un Florentin du nom de Marsilio Ficino, qui serait un peu à l'origine du tarot à l'Académie de Florence. Enfin, il y a des débats d'experts. Et en fait, ce serait peut-être même le tarot de Marsilio. Et peut-être que le tarot de Marsilio serait devenu tarot de Marseille. Chers amis, bienvenue, merci d'être là. Voici une nouvelle rencontre avec mon invité installé sur les canapés et son attirail, parce qu'il n'est pas venu seul, il y a beaucoup de choses et on va en parler avec lui. Emmanuel Boselli est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc. Jusqu'à la tenue. Hein. Ah ben jusqu'à la tenue, oui. Les tarots. Ben voilà, on va parler entre autres de tarot, évidemment. On va parler de tarot, on va parler de votre parcours de vie, on va parler de la manière dont vous allez pouvoir accompagner ceux et celles qui en ont besoin, et pas nécessairement avec une dimension spirituelle ésotérique. Pas que, votre accompagnement. Loin de là, oui, pas que. Il y a plusieurs angles. Mais on va surtout parler évidemment de ce tarot, ce livre de développement personnel issu de la Renaissance. Ouais. C'est ce que vous dites. Et vous utilisez les mots développement personnel. Ouais. Pourquoi ? Par où commencer ? En fait, je vais commencer par l'historique. Comme ça, ce sera peut-être plus simple d'arriver à ça. Donc, il y aura peut-être pas mal de... Mais je vous remettrai sur les rails si vous partez de l'autre côté. Déjà, le point de départ, c'est que ma tante, quand j'étais gamin, tirait les cartes, en fait. Et donc, moi, ça m'avait amusé à l'âge de, 13-14 ans. Donc, c'était vraiment les jeux de 52 cartes, les piques. Classiques, ouais. Classique. Les tarots, les belotes. Oui, c'est ça, les jeux de belote. Ouais. Et donc, je m'étais intéressé, j'avais acheté des bouquins, tout ça, mais c'était rapidement un peu trop une femme blonde vous donne une lettre, machin, enfin, ce côté un peu rébus m'avait pas trop plu. Et en fait, rapidement, je me suis tourné vers le tarot. Alors, initialement, c'était plutôt le Rider-Waite-Smith, parce que je trouvais que les images étaient, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version anglo-saxonne du tarot, qui a été redessinée bien plus tard, parce que les images étaient plus jolies, plus parlante. Et je trouvais le tarot de Marseille assez moche du reste à cette époque-là. Voilà, et puis j'ai fait plein de trucs, parce que je suis très curieux de nature, et donc je me suis même intéressé à la numérologie, à l'astrologie, enfin tout un tas de choses. Mais c'est le tarot qui a pris les faveurs de votre inspiration et de votre intérêt ? Oui, pendant une certaine période, ouais. Et puis après plus du tout, parce que je suis passé complètement à autre chose. Et voilà, et moi je suis issu du milieu médical et scientifique, donc une tournure tout à fait autre. Et vous insistez bien là-dessus, parce que c'est important cette dimension un peu cartésienne que vous revendiquez. Ouais, c'est important parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on dit dans cartésien en fait ? Et souvent quand on dit moi je suis cartésien, j'y crois pas entre guillemets. En fait, être cartésien, ça veut pas dire refuser ce qu'on n'explique pas, mais plutôt se poser des questions sur et si ça pouvait exister, en fait. Et à partir du moment où on a des preuves ou un faisceau d'arguments démontrés par des méthodes scientifiques, on va dire, on peut dire, OK, ça, c'est établi à peu près avec il y a toujours une petite incertitude, mais enfin, on sait à peu près que c'est comme ça. Mais par contre, c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Je prends souvent l'exemple de l'électricité. Il y a, je dirais, 200 ans, ou je ne sais pas combien exactement, mais avant que l'électricité n'existe, personne ne connaissait l'électricité. Et pourtant, une fois qu'on l'a découverte, il y a eu ensuite plein d'utilisations de l'électricité, comme le Wi-Fi, comme que sais-je. Enfin, donc, ce n'est pas parce que ça n'est pas encore démontré ou prouvé ou étudié que ça n'existe pas. Et pour moi, la démarche cartésienne, c'est de se poser des questions, en fait. Ce n'est pas tellement d'apporter des réponses, c'est de se poser des questions. Mais ça veut dire que le tarot a suscité ces questions ? Oui, alors après je fais un raccourci donc d'une trentaine d'années, et il y a à peu près 5 ans de ça, j'ai eu, comme chacun, la vie m'a fait plein de cadeaux, mais pas forcément que. Voilà, séparation, etc. Enfin, bref, problèmes au travail et autres, mal au dos. Covid, enfin bon, c'était cette période-là. Et en fait, je suis allé me faire un massage parce que j'avais mal au dos à la masseur que je connais, qui est très bien et qui est un peu aussi dans l'énergie, tout ça. Mais moi, c'était vraiment pour le massage, en fait. Pour le bien-être pur. Exactement, du corps, quoi. Parce que j'étais déjà allé le voir plusieurs fois. Et puis, à la fin du massage, à la fin de la séance, il m'a servi le thé. Et moi, j'étais vraiment au 4e dessous à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien du tout. C'est là où vous parlez de burn-out ? Ouais, c'est ça, burn-out, etc. J'étais pas bien, je venais de me séparer, ça allait pas au boulot. Enfin, c'était quand tout tombe dessus.
Et voilà. Et puis il me sert et puis mal au dos. Donc et puis en plein Covid, bref. Et enfin juste après, il me sert le thé et il me prend un jeu de tarot. Alors je n'ai pas ici, parce que c'est le tarot de Thoth, qui n'est pas le tarot de Marseille. Enfin, on pourra en discuter peut-être une autre fois, mais en tout cas, c'est pas l'iconographie Marseille. C'est pour ça que je l'ai pas apporté. Mais en tout cas, il me prend un jeu de 78 cartes et il me dit, tiens, prends une carte. Et je me souviens même plus s'il m'avait déjà fait ça les fois précédentes, parce que je l'avais déjà vu 4-5 fois pour les massages. Mais là, je prends une carte et la carte que je prends, c'est celle-ci. C'est le battleur. Alors, c'est pas cette représentation picturale-là, c'est celle du magicien du tarot de Thoth, si il y en a que ça peut intéresser, en fait, on voit Mercure en doré, avec tout un tas de choses qui jaillissent, en fait. C'est vraiment une carte de jaillissement, on va dire. Et qu'est-ce que ça voulait dire de vous ? Ben justement, j'étais vraiment au fond du trou, et là, j'ai une carte. En fait, ce que représente le battleur, et en cette image-là, mais le battleur, il représente en fait le potentiel. Et il veut dire tout est là, tout est dedans. Et ne demande qu'à jaillir. Il y a plus, exactement. Ouais. Et quand on est vraiment pas bien, on cherche des réponses en fait. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu à ce moment-là je sais pas si c'est une illumination, mais en tout cas je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette carte que je connaissais, je savais ce qu'elle voulait dire, pourquoi elle me parle à ce point-là, de me dire en fait plutôt que d'être au fond du trou, vas-y quoi, enfin tout est là. Et ça m'a tellement interloqué que je me suis renseigné, en particulier maintenant avec Internet, tout ça c'est facile parce qu'il y a dans ma jeunesse c'était des bouquins. Voilà, et c'est là que je tombe sur une vidéo qui a vraiment changé beaucoup de choses de Sébastien Michel, le Québécois, là, que vous avez qu'on a déjà enregistré là-bas récemment. Et c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. C'est suite à cette émission, je me suis dit tiens, pourquoi je dirais pas moi aussi à ABC Talk. Et je tombe sur la vidéo de Sébastien Michel qui s'appelle Le Tarot ou le voyage de l'âme, qui est fantastique en fait, et qui explique avec la philosophie de la Renaissance justement ce que représente la suite en fait de ces 22 cartes, de ces 22 atouts, de ces 22 arcanes majeures, comme on les appelle, et qui en fait du potentiel, le 1 va jusqu'à l'accomplissement final qui est le 21, c'est-à-dire le monde. Et ensuite, on repasse par une carte qui s'appelle le fou, qui est le néant, quoi, en gros. Et on repart pour un tour. Et en fait, chaque étape du tarot, c'est une étape de la vie, en fait, de la naissance, et puis ensuite des rencontres, et puis des choix qu'on va faire, la maîtrise qu'on peut avoir de son métier, de ses études, ou que sais-je, enfin. Et puis du moment où on se pose des questions. Il y a des moments d'abandon, des moments de renoncement, des moments où il faut trancher dans le vif pour accéder aux sphères supérieures, etc. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est, Emmanuel, comment est-ce que vous arrivez à trouver cette force au moment où vous êtes effectivement dans cette séance de massage complètement au fond du fond, que surgit effectivement cette carte, qu'elle vous interroge, qu'elle vous questionne et qu'elle vous permet de trouver une signification, et après ? Parce que même si vous consultez sur Internet, même si vous êtes encore dans cette période difficile, sombre, de peut-être cette nuit noire de l'âme, comment vous remontez la pente ? C'est pas la carte qui va vous donner... Non, c'est pas la carte, bien sûr, mais en tout cas, ça a été le déclencheur, clairement. Et je me suis pris de passion, en fait, repris de passion pour le tarot, de Marseille en particulier, que j'ai commencé cette fois-ci à trouver beau. Là où maintenant j'aime moins les tarots non Marseille, bon là c'est peut-être un débat un peu d'initié, mais qui sont très picturaux et comment dire, c'est autre chose. Mais là, en fait, et j'en ai apporté quelques-uns, en fait, le tarot de Marseille, quand je dis que c'est un livre de développement personnel venu de la Renaissance, déjà quand on s'intéresse à son histoire, moi ça m'a ouvert un monde incroyable. Sauf que son histoire, elle est parfois très controversée, elle est parfois très opposée, oui. Et on ne sait pas très très bien quelle est l'origine du tarot de Marseille. On commence à bien le savoir, justement, enfin, de mieux en mieux le savoir. Déjà, effectivement, vers le 18-19e siècle, il y a eu tout un tas d'occultistes qui ont raconté un peu du grand n'importe quoi avec les histoires du tarot de Thoth, le livre égyptien, etc. Mais depuis une quarantaine d'années, et depuis récemment aussi en France, il y a des historiens du tarot et des historiennes, donc j'ai ici par exemple le livre, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui s'intéressent effectivement à l'histoire du tarot et ce qu'on sait avec à peu près de certitude, il y a toujours une part d'incertitude, mais que, en tout cas, ce qu'on appelle les arcanes majeures
Et le tarot en tant que tel, d'une part, était un jeu à jouer et non pas un jeu pour la divination, et serait apparu, a priori, vers Florence, dans l'Italie de la Renaissance, enfin, vers 1400, quelque chose à peu près, dans ces années-là. Sauf qu'on ne sait pas dire qui a conçu, a dessiné. Non. Alors évidemment, il y a ensuite ça a dérivé, et puis il y a d'autres créations, et il y a d'autres façons de créer des tarots. Mais l'origine de l'origine, on ne sait pas exactement. Alors, l'origine de l'origine, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, et ça, c'est aussi... il y a des gens qui s'intéressent à ça, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Simon Ferrandou, qui s'intéresse à ça. Enfin, il y a pas mal d'historiens. Ce qu'on sait, c'est que les cartes dites mineures, c'est-à-dire les équivalents des cœurs, cœur au pic, trèfle, même si c'est des bâtons, des deniers, etc., ça, ce serait plutôt venu, a priori, d'Asie et de Chine, avant, en fait. Mais la spécificité du tarot de Marseille, c'est la création des 22 atouts, donc des 22 arcanes majeurs, au moment de la Renaissance, et en fait, à l'époque, ça s'appelait des triomphi, donc ça veut dire des triomphes, et qui triomphait justement des cartes numériques, on va dire, numérales. Et en fait, ce sont des allégories, quand on s'intéresse à tout ça, avec les vertus, avec tempérance, avec justice, enfin, etc. Donc, il y a une imagerie de la Renaissance, justement, la roue de fortune, toutes ces choses-là, et ça, on sait que c'est apparu dans l'Italie florentine de 1400 et quelques au moment de la Renaissance. Pourquoi avoir appelé ça Marseille ? Alors, la bonne question. Il y a aussi des débats là-dessus. Alors, moi, ce que j'ai appris, justement, et moi qui suis lyonnais, c'est que ça devrait peut-être plutôt s'appeler Tarot de Lyon. Ben voyons. Ben voilà. Il est lyonnais, alors évidemment. Oui. Non, mais j'explique pourquoi. Alors après, c'est sûr que il y a vraiment une recherche historique, mais c'est passionnant en fait, parce que le tarot est apparu donc dans ces années-là. Forcément, l'Église a mis un peu son nez dedans parce que voilà, il y avait des choses, il y a une papesse, enfin il y a des éléments que l'Église a pas trop aimés. Donc il semblerait quand même que l'Église a interdit le tarot de Marseille, a brûlé les jeux. Mais pas les moules, parce qu'en fait, c'était gravé sur bois à l'époque. Et il semblerait que les moules aient transité probablement via des soldats français qui étaient en Italie à l'époque. On leur a vendu les moules parce que, comme les quartiers italiens avaient plus d'argent, puisqu'ils ne pouvaient plus faire leur jeu, ils auraient, après, il y a des hypothèses encore, mais ils auraient vendu leurs moules aux soldats français, et Lyon, à l'époque, était vraiment la capitale économique européenne, on va dire. Et donc, ces moules auraient été revendu, enfin en tout cas travaillé à Lyon, et ça s'est développé à partir de Lyon initialement, et ensuite ça s'est répandu dans toute la France, parce qu'on a effectivement des tarots de Marseille, mais on a des tarots de Lyon, des tarots de Dijon, des tarots de Besançon, c'est même allé jusqu'en Suisse. Ah, et à l'équivalent des dessins qui sont faits, c'est-à-dire le tarot de Lyon a aussi les dessins exactement comme le tarot de Marseille. Alors après, il y a eu plusieurs siècles d'évolution, mais en tout cas, pourquoi le tarot de Marseille ? Parce qu'en fait, l'industrie, on va dire, enfin l'artisanat plus exactement des maîtres quartiers s'est beaucoup développé dans ces années-là, entre autres à Marseille, mais pas que. Il y avait des maîtres quartiers partout, et en particulier à Lyon, et pas que. Et petit à petit, dans le langage, ça s'est démocratisé en tant que tarot de Marseille, parce que beaucoup de jeux étaient fabriqués à Marseille, mais en fait l'origine du tarot de Marseille n'est pas du tout marseillaise, et il y a même une hypothèse qui dirait que ce serait un Florentin du nom de Marsilio Ficino, qui serait un peu à l'origine du tarot à l'Académie de Florence. Enfin, il y a des débats d'experts et en fait ce serait peut-être même le tarot de Marsilio. Et peut-être que le tarot de Marsilio serait devenu tarot de Marseille. Donc il y a cette hypothèse-là, ou l'autre hypothèse, c'est qu'il y a eu beaucoup de maîtres quartiers à Marseille, et donc ça s'est appelé tarot de Marseille. Et c'est resté. Et c'est resté. Alors, il y a aussi une question que je me pose, et j'aurais pu évidemment questionner tous ceux qu'on a reçus ici qui parlent du tarot, et de ce jeu qui est absolument incroyable. La première chose, c'est que vous parlez de divination. Et vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Non. Certains disent, le tarot de Marseille n'a rien de divinatoire. Êtes-vous d'accord ou pas ? C'est une question compliquée parce que le tarot de Marseille, initialement, était un tarot pour jouer, ça c'est une certitude. Ce qui semble émerger, c'est que les arcanes majeures, justement, ont été ce fameux livre de développement personnel à l'Académie de Florence pour expliquer un petit peu l'ascension de l'âme de la naissance jusqu'au retour à la divinité, pour faire simple.
Donc c'était plutôt un livre d'images parce que tout le monde n'était pas forcément lettré à l'époque, alors que c'est des symboles que tout le monde connaissait, la roue de fortune, etc. Enfin tout un tas de choses comme ça. La divination, elle est arrivée beaucoup plus tard. C'était au 18e, si je dis pas de bêtises, avec des gens comme Jean-Baptiste Aliette, qui en fait était barbier, mais qu'on appelle Étela, et puis tout un tas de gens de l'époque qui, à l'époque, ont démocratisé en fait la divination, la cartomancie, mais avec des théories complètement farfelues, comme quoi ça venait d'Égypte, etc. Enfin et on sait clairement maintenant que c'est faux, tout ça. Et voilà. Et en fait, en 1930, là je l'ai pas apporté, mais il y a le tarot de Marseille, Grimaud, qui a été édité. Le fameux avec la boîte bleue là, que tout le monde connaît, qu'on trouve un peu partout. Et c'était marqué Ancien tarot de Marseille. Et à partir de là, c'est devenu la référence. Le tarot de Marseille, c'est ça, quoi, en fait. Et voilà. Puis la divination, ça a pris de l'ampleur. Après, il y a la branche américaine ou anglo-saxonne qui a fait donc son fameux tarot de Rider-Waite-Smith. C'est pas le débat parce que on y serait encore demain, mais revenons au tarot de Marseille. Et voilà. Et il se trouve que la divination parle dans le Marseille, ce qu'on sait que ça a commencé vraiment vers Étela, etc., donc vers le XVIIIe siècle. Probablement un petit peu avant, mais ça, on en a un petit peu moins de traces. Il y a des historiens qui sont là-dessus. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que, et ça, c'est mon esprit cartésien qui est assez secoué par ça, c'est qu'en fait, ça marche. c'est ça le plus surprenant. Et c'est assez bluffant, ouais. Ouais, c'est assez bluffant quand on arrive à avoir une vraie grille de lecture. Ouais. Alors après, l'autre question qu'on se pose aussi, c'est que quand on regarde, et je me pose la même question, quand il s'agit de parler des livres sacrés, que ce soit de la Bible, la Torah ou autre. Bon, je me dis toujours, est-ce qu'on est sûr que ce que l'on lit aujourd'hui, en 2025, c'est ce qui a été écrit à l'origine? Est-ce qu'on est sûr que ce qui a été dessiné sur les arcanes en X années dans le passé, est ce qu'on lit aujourd'hui et ce que l'on voit sur les schémas et les dessins qui en sont faits en 2025, c'est ce qui a été fait à l'époque? Alors là, clairement aussi, gros débat. Ce qui est certain, c'est que initialement, le tarot dit de Marseille, c'était ce fameux tarot Grimaud. Et il y a eu des élucubrations là-dessus, vraiment, parce que oui, le bleu, ça veut dire ceci, le jaune, ça veut dire cela, parce que etc. tous ceux qui lisent les cartes, ils vont vraiment dans le détail, sur les regards des personnages, sur le positionnement des visages, enfin, je veux dire, ça va très très loin. Ça va très très loin, et justement, c'est ça que, je veux pas dire je combats, mais quand ça va trop loin, ça va vraiment trop loin. Par exemple, les couleurs, il faut savoir que les maîtres quartiers, c'était pas des savants érudits, hein, c'était des graveurs sur bois et qui collaient des cartes. Donc les moules, qui a fait l'origine des dessins, on sait pas trop. C'est ça, mais après, voilà. Je sais qu'il y a eu, alors j'ai plus la date, mais ça on peut retrouver ça en particulier dans ce livre que même si je sais pas si c'est de la pub, mais en tout cas, Isabelle Nadolny, qui est historienne à la Bibliothèque nationale. Pas de souci. Voilà, à la Bibliothèque nationale de France. Ouais. Qui a fait toute une recherche historique justement sur le tarot et qui va sortir un deuxième livre là dans un mois où on va vraiment chercher les origines, les moules, les premières cartes, etc. Déjà, l'ordre des cartes on n'est même pas sûr que ce soit l'ordre actuel, oui. Puisqu'il y a eu des ordres différents à l'époque, entre Florence, Milan, etc. Voilà, les dessins étaient différents, et les histoires de couleurs en particulier, il faut savoir qu'il y a eu un édit, je ne sais plus exactement, parce que je ne suis pas historien suffisamment, mais en tout cas, tout est là-dedans, mettons en 1700, 1800 quelque chose, comme quoi les maîtres quartiers, on les taxait encore plus, parce qu'il fallait bien que la cour reçoive des sous, c'est rigolo, ça me rappelle quelque chose. Et donc, certains maîtres quartiers, en fait, ont carrément supprimé une couleur de leur... parce qu'en fait, c'était moulé, gravé sur bois, imprimé comme des tampons, et ensuite, par pochoir, il y avait des couches successives de couleurs qui étaient apposées. Et donc, dans certains tarots, les couleurs ont disparu parce que c'était moins cher, tout simplement, pour produire le même tarot, pour des histoires de taxes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y met une dimension un peu ésotérique ou spirituelle, au travers notamment d'une analyse des couleurs,
Et bah, c'est peut-être pas tout à fait vrai, alors, non, pour le coup. et il y a même des historiens de la couleur, malheureusement j'oublie le nom, mais voilà, qui expliquent que ce qui est actuellement considéré comme couleur chaude, couleur froide, Ouais. et ben à l'époque c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Voilà, le jaune aujourd'hui n'a pas la même signification que le jaune à la Renaissance ou au Moyen Âge. Enfin, c'est tout ça que ça ouvre en fait. C'est pour ça que je suis là entre autres, c'est que moi ça m'ouvre sur l'histoire du tarot, sur l'histoire des couleurs, sur l'histoire des symboles, sur l'histoire de l'artisanat, entre autres de la divination, du développement personnel. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que on va souvent chercher des spiritualités ailleurs. Et c'est très bien, hein, mais chez les chamans d'Asie centrale ou de Mexique ou en Inde ou que sais-je, enfin. Mais on a un héritage spirituel et culturel européen, mais c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Moi, je suis allé voir des expositions, il y avait une exposition à la Bibliothèque nationale de France, justement, sur la Renaissance, avec des enluminures. Ça va chercher sur l'artisanat, sur le costume, sur les règles picturales des tableaux. Enfin, c'est vraiment fascinant. Enfin, en tout cas, ça me fascine. Ça vous fascine, ouais. D'autant que, justement, est-ce que cette fascination a favorisé votre grille des lectures que vous avez du tarot? Oui, parce qu'en fait, justement, et là je remercie encore une fois Sébastien Michel pour ça, c'est qu'il a, je trouve, nettoyé pas mal de croyances ou de fausses croyances en remettant l'église au centre du village, si je puis me permettre, c'est-à-dire que il y a des règles picturales, oui, quand on regarde vers la gauche de la carte, c'est plutôt le passé, vers la droite, c'est plutôt l'avenir, le haut, c'est plutôt le ciel, le bas, c'est plutôt la terre, etc. Donc il y a des choses qui sont réelles, mais après, il y a eu toute une tas de constructions, parce que chacun écrit son machin, mais sans forcément avoir, comment dire, justement des preuves, ou en tout cas, c'est son propre ressenti. Il y a des choses, oui, quand on se rapporte vraiment à ce que voulaient dire les couleurs, à la Renaissance, par exemple, quand on regarde la Vierge Marie, par exemple, hein, souvent il y a le rouge et elle est vêtue de bleu, hein, et le rouge c'est plutôt la couleur charnelle, et le bleu c'est plutôt c'était plutôt la couleur spirituelle, hein, et donc la Vierge Marie, le rouge de son futur fruit de ses entrailles, il est caché par cette spiritualité en fait. Enfin, il y a tout un tas de symboles comme ça qu'on peut aller chercher, mais après que le petit détail machin là, ça veut dire ci, ça veut dire ça, franchement c'est des élucubrations de gens qui ont envie d'écrire et d'exister. Alors je vais peut-être pas me faire des amis. Ça c'est sûr. Oui, mais c'est la réalité en fait. Oui, non, mais et là justement, c'est pour ça que j'ai apporté ces différents jeux, parce que on se rend bien compte quand on regarde l'histoire du tarot de Marseille, et donc pas. Moi, je pense que. Et bien que je peux peut-être en montrer. Oui, bien sûr. Voilà. Mais à la limite, j'ai envie de dire, peu importe. Si on arrive à avoir une lecture qui permet de confirmer et d'affirmer ce que votre consultant vient chercher. Après, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, du tarot? Et c'est vrai que... Alors, ce que je trouve fascinant, et ça, c'est mon côté cartésien qui est scientifique, qui est perturbé, qui est interloqué, parce que j'ai quand même sorti des trucs de malade. Mais c'est pas tellement la divination, je trouve, qui est le plus intéressant, c'est le côté relation humaine, et le côté... c'est plus le présent issu du passé qui fait verbaliser des choses, prendre conscience des choses, et finalement, c'est plus un support, justement, de développement personnel. C'est pour ça que j'en parlais, parce que, comme dit Sébastien Michel, le tarot révèle ce qui se serait passé si on ne l'avait pas consulté, en fait. Mais à partir du moment où on le consulte et qu'on en discute avec la personne, parce que c'est un échange, hein, c'est pas, allez, dites-moi ce qui va m'arriver, quoi. Il y a un véritable échange, et on rentre... C'est vraiment un support, on rentre instantanément dans les problèmes des gens, puisque quand quelqu'un vient vous poser une question, à part quand c'est comme ça pour s'amuser, mais c'est parce qu'il y a des problèmes de couple, des problèmes de que sais-je. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on rentre directement dans le sujet, et avec en plus une écoute bienveillante, et justement mon passé, on va dire, enfin mon passé de soignant, hypnothérapeute, enfin tout un tas de choses, la position d'écoute, la position de soin à l'autre, d'accueil, fait qu'en fait... c'est un échange humain, et on va verbaliser des choses. Les consultants
prennent conscience finalement de certains blocages ou de certaines raisons de pourquoi ça se passe comme ça et donnent des clés pour agir. En fait, c'est pas, voilà, ça va se passer comme ça. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Tout est gravé dans le marbre. Et alors, effectivement, il y a une discussion, il y a une interprétation aussi, et parfois on se rend compte à quel point il y a une précision assez extraordinaire au travers des cartes. Autre point également, vous n'êtes pas tous d'accord sur le tarot, c'est sur la manière de formuler la question. Oui. Vous avez des gens qui vont vous dire non, on ne formule pas en disant est-ce que j'aurai la possibilité de machin. En revanche, on dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai des difficultés à. Alors, ça va un peu plus loin à la réponse. En fait, effectivement, le tarot, contrairement à la géomancie, mais bon, ça, on en parlera peut-être après, le tarot ne répond pas à une question qui commence par « est-ce que », c'est-à-dire qui demande une réponse en oui ou non. Ça, c'est sûr. Mais plutôt, comment va évoluer, si c'est de la divination, comment va évoluer ma situation professionnelle, comment va évoluer ma situation amoureuse, comment va évoluer ma relation avec mon fils, ou j'en sais rien, voilà. Plutôt, est-ce que je vais me marier cette année, quoi. C'est plutôt comment va évoluer ma situation amoureuse cette année, par exemple. Donc la formulation est importante. Oui, la formulation est importante, bien sûr, parce que en fait, ça, oui ou non, c'est très restrictif, en fait. Et le tarot va parler de la situation dans sa globalité, du présent, et vraiment décrire le présent, issu du passé. Et une fois qu'on n'a pas pris conscience de tout ça, voilà, c'est très quantique tout ça, mais voilà, au moment où on observe le présent, voilà potentiellement le futur qui peut se présenter, en fait. Mais une fois qu'on sait ça, en fait, on a des moyens aussi d'agir sur un homme averti en vaut deux, on va dire. Enfin, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, le tarot, il y a aussi un aspect donc divinatoire, c'est-à-dire prédire l'avenir, on va dire, mais pour moi, c'est plutôt décrire le présent, issu du passé, je dirais. Premièrement, mais surtout, il y a un aspect fascinant, c'est l'aspect conseil, en fait, l'aspect coaching. Et ça, c'est vraiment clairement avec Sébastien Michel aussi que j'ai développé tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément de poser une question du style comment va évoluer ceci ou cela, mais plutôt demander du conseil, c'est-à-dire pourquoi telle situation s'est-elle produite. Voilà, donc on peut faire des tirages qui expliquent un petit peu. Ou alors, comment faire pour que telle situation se passe au mieux. Donc, c'est pas forcément c'est pas de la divination, il va pas se passer ça, mais par contre, il faut mettre telle action en place, rencontrer tel type de personnes, etc. Donc là, on est vraiment sur du tarot de conseil, en fait, et on est vraiment dans un autre type de consultation. En fait, on n'est pas dans de la divination, mais dans du conseil, et aussi dans de la croissance personnelle, du développement. Ceci dit, le conseil dérive très très vite sur la divination. Parce qu'à partir du moment où vous avez une grille de lecture et que vous commencez par le conseil, en général, vous enchaînez derrière avec pas nécessairement. Non, parce qu'au contraire, c'est plutôt la divination, comment dire, dérive entre. Le coaching. Oui, c'est ça. La divination, après, il y a moyen, justement, en disant, voilà ce qui devrait se passer, mais il y a des moyens de dire, de donner des conseils une fois que la divination est faite. Alors que le conseil seul, en lui-même, il n'y a pas de divination, quoi. C'est pour réussir tel projet, il faut faire ça. Voilà. Majoritairement, les gens qui vous consultent sont des gens qui viennent chercher du conseil ou de la divination? Alors, majoritairement de la divination, quand même, parce que c'est le plus connu, effectivement. Mais j'insiste aussi, et puis j'en discute, il y a un questionnaire, etc. Mais c'est aussi de plus en plus le conseil se fait pendant la consultation. Bien sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas eu encore, enfin si, quelques personnes proches que je connais, mais dans le troisième, ce qu'on appelle le troisième cercle, c'est-à-dire les gens vraiment inconnus qui viendraient me consulter, j'ai plutôt de la demande de divination, mais dans des gens qui sont plus proches de moi et qui savent ce que je peux proposer, effectivement, là j'ai fait récemment à une amie qui est infirmière et qui est astrologue, elle se reconnaîtra. Un tirage, ça s'appelle un tirage astrologique, mais c'est un tirage annuel en fait, et c'est vraiment le conseil pour l'année sur tous les plans, que ce soit sur le plan personnel, le plan sentimental, le plan professionnel, le plan spirituel. Donc voilà les actes à poser, les gestes, les gens à rencontrer. Donc là c'est vraiment du conseil pur, il n'y a pas du tout de divination. Mais la majorité des gens qui prennent des consultations comme ça, viennent poser une question en fait et cherchent des réponses. Mais j'ai un petit peu de mal à trouver la nuance entre justement le conseil et la divination. Parce que si ça n'est qu'une formulation de question qui fait la différence, c'est OK. Mais lorsque vous venez
pour demander quelque chose, inévitablement, c'est un conseil. Vous pouvez donner un conseil qui aura des conséquences dans le futur. Et donc, cette conséquence dans le futur atteste de la divination, puisque c'est dans le futur. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois bien, mais en fait, la différence, c'est que quand on vient pour de la divination, on pose une question, comment va évoluer telle situation ? Voilà, et on dit, ben voilà, la situation, elle va évoluer comme ça. Quand on vient dans le conseil, c'est donne-moi des conseils pour que la situation évolue dans le bon sens, et la réponse est, voilà, comment la nuance est subtile, hein. Bah, peut-être, mais en tout cas, peut-être. Mais en tout cas, vous voyez la différence Oui. dans le résultat des cartes ? Oui, parce que le consul n'a pas besoin de questions quand il vient demander un conseil. Il vient demander un conseil, il ne vient pas poser une question. C'est... Padam-pam. Mais effectivement, pour moi, la nuance, elle est très, 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 très fragile, quoi. Oui, c'est après... pas, voilà. Sur un conseil, en général, dans la foulée, il y a une réponse qui suscite une réaction divinatoire, une analyse divinatoire. Mais bon, c'est ma façon de le ressentir. Peut-être. En tout cas, on est dans un échange humain-humain. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est frappant, je trouve, c'est que même avec des gens qu'on ne connaît pas, on va au cœur du sujet tout de suite, en fait, et d'autant plus que la position du tarologue, on va dire, elle est dans une posture d'accueil, d'écoute, etc. Et on va vraiment dans un échange humain sans être, c'est pas Madame Irma voit tout, justement, et c'est pas la bonne aventure pour dire que tout ira bien, quoi. C'est juste. Et c'est souvent la caricature qu'on en fait. Bien sûr, et c'est dommage parce que c'est pas du tout ça. Et je suis allé d'ailleurs il y a quelque temps dans des salons. Les fameux salons, voilà, à droite à gauche. Oui, c'est. Et là, j'étais stupéfait. Oui. Parce que j'avais jamais fait un salon comme ça. Et quand on arrive dans ces endroits-là, vous avez ces espèces de petites cabines à 10 minutes les 30 €, et on y va, quoi. Et c'est ça qui, je trouve que ça ne redore pas le blason de cette pratique noble, quelque part. Oui, noble dans le sens où, quand on la pratique sérieusement, justement, après, comment dire, je veux pas dire, enfin, qu'on y croit pas, peu importe, mais en tout cas, on est dans un échange humain et c'est un support. Voilà, c'est un support et la personne vient avec une question ou un problème. On y répond au travers des cartes, mais en fait, la vraie consultation, c'est l'échange et le conseil qu'on peut donner. La numérologie, l'astrologie, vous avez testé aussi ? Alors oui, quand j'étais plus jeune, la numérologie et l'astrologie, comme plein de choses, le pendule, tout ça. Voilà. Alors j'avoue que l'astrologie, je sais que Sébastien Michel, ça m'attire, mais quelque part, c'est une montagne énorme que j'ai pas l'intention de gravir maintenant, si tant est que je l'ai un jour, parce que c'est énorme. Oui, c'est fastidieux, hein. On sent que c'est un truc... En tout cas, la lecture... Pour en avoir une lecture aussi claire que le tarot, il faut quelques années d'expérience. C'est ça. Et déjà, ce que j'aimerais me concentrer sur mon expertise en tarot. Ce que j'ai découvert au travers de Sébastien Michel et de Chris Hadar aussi, qui était son mentor, c'est ce qu'on appelle la numérologie du tarot. Donc ça, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est une numérologie non pas à 9 chiffres, de 0 à 9, comme elle est classiquement utilisée, mais qui utilise les 22 nombres et qui correspond aux 22 arcanes majeures du tarot. Et c'est absolument fascinant et d'une pertinence absolument incroyable. Et ça se fait avec au restaurant sur un bout de serviette. Ouais, c'est ça, voilà, ça c'est quelque chose de... Et c'est même drôle et ludique, même parfois. Oui, c'est drôle et ludique. Et une fois de plus, c'est pas déterministe. C'est-à-dire, en fait, comme chaque carte, quoi, ou chaque planète, ou chaque signe, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire, on est très dans le yin-yang, ou dans le binaire, homme-femme, plus-moins, etc. C'est-à-dire que chaque carte ou chaque nombre, la force, par exemple, voilà, prenons la force. La force, elle va représenter l'indépendance, la maîtrise, la réalisation. Ça, c'est dans son côté positif. La force, c'est cette femme qui tient la gueule d'un lion dans ses mains. Mais dans son énergie négative, la force, ça va être la colère, ça va être justement le lion qui sort, ça va être l'absence de maîtrise, ça va être l'explosion, ça va être la rage, enfin voilà. Et tout est contenu dans cette carte. Donc après... il y a des jours où on est fort et on maîtrise, et puis il y a des jours où on pète un câble et on est en colère, quoi. Donc, je souris parce que j'ai un ami un jour qui m'a fait faire un tirage et je tombe sur cette carte
c'est une dame qui tient, donc elle ouvre la gueule du lion, c'est ça, elle le tient comme ça. Elle maîtrise la gueule du lion. Et il me demande de quelle manière j'analyse qu'est-ce que ça parle, qu'est-ce que ça dit de moi. Et encore, je trouve que sur cette carte-là, je trouve que c'est pas très très bien dessiné, honnêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, peu importe. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Moi, je lui réponds, elle tue le lion. Alors, elle le maîtrise, en fait, elle le tue pas. Après, tout dépend. Est-ce que c'était un tarot de Marseille ou un Rider-Waite? Non, c'était un tarot de Marseille. Avec cette iconographie-là, parce que toutes les cartes... Oui, mais je trouve que celui-là, il est pas très... On va voir. Mais celui-là, il est particulier parce qu'il est verni au savon de Marseille. En plus, il sent bon. Ah bon? Exact. Ah oui, exact. Parce qu'il y a des maîtres quartiers qui font Non, mais celui qu'on connaît tous, là... Je ne l'ai pas apporté. Vous l'avez pas pris. Tout le monde le connaît. Oui, mais c'est juste... Pardon, excusez-moi. C'est celui-là, précisément, c'est sûr, c'est avec ces cartes-là que moi j'ai vu. Non, c'était pas dessiné comme ça. Ça m'énerve. Donc, c'était pas tout à fait... C'était pas tout à fait... En tout cas, voilà. Et lui m'a fait une analyse, effectivement, en disant que si je voyais que cette dame faisait en sorte de maîtriser le lion pour le tuer, voilà, c'est déjà un peu plus... C'est un petit peu plus cohérent sur le principe. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, encore une fois, il y a plusieurs analyses en fonction de l'image et de l'iconographie que l'on voit dessus. Mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est maîtriser cet outil, c'est quand même assez extraordinaire. Et quoi qu'on en dise, ça se vérifie. Oui. c'est ça qui est terrible. Oui, c'est ça qui est fascinant. Mais oui, vraiment fascinant. Mais oui. Parce que certes, ça n'a peut-être pas été pensé pour la divination, mais en fait, ce sont mon explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, on est vraiment dans le développement personnel de la Renaissance, mais on est vraiment dans aussi la psychologie jungienne, qui parle beaucoup d'archétypes et qui parle beaucoup d'individuation. Donc là, je ne sais pas si ça devient trop technique, mais c'est vraiment devenir qui on est, en fait, voilà, pour faire simple. Et ça passe par différentes étapes jusqu'à... On se construit ce qu'on appelle une persona, c'est-à-dire sa personnalité publique, son travail, etc., son caractère, ses relations, etc., jusqu'à certains stades de sa vie, qui est en général vers la trentaine, vers la quarantaine. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le soi. Et le soi n'est pas forcément la persona, en fait. Le soi, c'est qui on est vraiment au fond de soi, et c'est ce qui demande justement qu'à jaillir. Et c'est cette période-là où, en fait, on se dit, ok, j'ai un métier, j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle situation extérieure, mais qui suis-je à l'intérieur, en fait? Et c'est quand on va à la recherche de soi qu'on est vers l'individuation, et ça parle d'archétype, en fait, et voilà, donc tout est là-dedans, en fait. Tout est là-dedans. Ce qui est d'autant plus intéressant, et quand on parle effectivement de la Renaissance, ce serait de savoir si ça n'était pas un outil divinatoire à l'origine, c'est un jeu. Oui. Comment jouait-on ? Alors, comment jouait-on ? Alors déjà, ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'à 2 pas d'ici, à la mairie d'ici, justement, les Moulineaux, il y a le musée français de la carte à jouer qui est fabuleux. Je ne savais pas. Franchement, c'est pas loin, avec des jeux de cartes, dont des cartes de la Renaissance, des jeux de tarot, toutes cartes confondues, c'est pas que du tarot. Mais... Donc voilà, il y a un musée pour ça, juste à côté d'ici, donc à ici, justement. Et puis, il y a des recherches, et là, je remercie Simon Ferrandou en particulier, parce que j'ai suivi une formation qui s'appelle comment il appelait ça ? C'est pas le tarot historique, mais le tarot réaliste. Voilà, le tarot réaliste, où lui, il s'est fondé justement sur des travaux, sur des chercheurs, sur des documents de bibliothèque, etc., pour savoir comment on jouait. Voilà, a priori, on jouait comme maintenant, c'est-à-dire que la suite des cartes de 1 à 10, c'était l'ordre numéral. Après, il y avait donc les valets, le cavalier, la dame et le roi, comme maintenant. C'est juste ce qu'on appelle les enseignes qui étaient différentes, c'est-à-dire c'est pas pique, cœur, carreau, trèfle, mais c'est bâton, denier, épée et denier. Okay, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Denier, épée, vous avez dit. Bâton, denier, épée et coupe, voilà. Et coupe. Mais on y jouait comme maintenant, et les atouts battaient les cartes numérales, et dans leur ordre, comment dire, de 1 à 22. Quoi. Et l'excuse, le fameux fou, on y jouait a priori comme on y jouait maintenant. Alors, il y avait
probablement quelques petites différences de règles, mais en tout cas, voilà, il y avait les cartes mineures, qu'on a appelées mineures. Après, il y avait les cartes de cour, donc les valets, les rois, etc. Et puis encore plus fort que les cartes de cour, et c'est là qu'était intervenue justement la spécificité du tarot de Marseille, c'est que c'est là qu'ont été rajoutés les atouts à la Renaissance italienne, sur ces cartes qui étaient probablement d'origine chinoise ou asiatique, pour complexifier en fait le jeu. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et les gens se sont mis à jouer au tarot, à jouer au tarot, à jouer au tarot. Est-ce qu'on savait qui jouait au tarot? Est-ce qu'il y avait des classes? Alors, oui, disons qu'au départ, on sait qu'il y a des tarots extrêmement enluminés, avec doré à la feuille d'or, etc. En particulier, il y a un tarot connu qui s'appelle le tarot Visconti Sforza, où là, c'était vraiment pour des richissimes. Voilà, par exemple, ça, voilà. C'est là. Alors, celui-là, c'est le tarot, je crois que c'est le tarot Rothschild. Celui-là, enfin, c'est voilà, le style de carte. Et ça, il y a ce genre de carte-là au musée de la carte à jouer, juste à côté d'ici. Et là, on est vraiment sur de la carte pour des gens richissimes. Mais effectivement, c'est démocratisé dans cette Italie de la Renaissance. La carte à jouer gravée sur bois et tamponnée. Et jouaient les joueurs, quoi, les joueurs de l'époque. Enfin, il y avait des bars, il y avait des bistrots, il y avait des jeux. Et puis c'est là que l'Église aussi s'en est un petit peu mêlée, parce que les jeux d'argent, ça a été proscrit, etc. Tout ça. Mais on sait que oui, des gens je dirais de toute classe, ou en tout cas jouaient. C'était pas que réservé, loin de là, aux gens de la haute, si j'ose dire. Mais c'était un jeu de cartes en fait. Après, quand on regarde on va faire un plan là-dessus, mais quand on regarde les cartes là telles qu'on les voit, c'est assez sommaire comme dessin. Ouais. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très bien, oui, bien sûr. Ça, c'est aussi c'est assez grossier comme dessin, quand même. C'est grossier. Les traits, c'est des traits un peu grossiers. Et c'est ce qui caractérise justement le tarot dit de Marseille par rapport aux tarots précédents qu'on a pu voir, qui sont les tarots italiens, avec c'est plus des tableaux presque. Enfin, alors que là, on est plus dans de l'art naïf, ou en tout cas, plus simple, effectivement. Et c'est ça qui caractérise le tarot dit de Marseille. Il y a des types 1 et des types 2 en plus. Enfin, voilà. Et voilà. Là, l'origine, par contre, on ne sait pas trop comment on est passé des images peintes, enluminées, à la feuille d'or, etc., à ces représentations typiques d'un tarot de Marseille, quoi. Enfin, ou en tout cas dit de Marseille. Vous êtes toujours autant fasciné par ce jeu? Ah, mais plus ça va, plus par ce support. Mais bien sûr, parce que c'est une découverte incessante, en fait, d'un simple jeu. Je m'intéresse à l'histoire de la Renaissance. Je suis allé voir des expositions. Là, j'ai rencontré des maîtres quartiers, par exemple, comme je montrais tout à l'heure. Enfin, ça, c'est des cartes qui sont fabriquées comme à l'époque, à la main, une par une. Et le vernis, là-dessus, c'est du savon de Marseille. Enfin, là, ça se sent pas à la caméra, mais c'est fascinant. Il y a le tarot, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il sort des frontières de France. Alors, le tarot le plus connu, c'est le Rider-Waite, le fameux américain. Mais en fait, c'est marrant, dans le monde hispanique en particulier, on a un développement, une utilisation du tarot. Il y a des congrès de tarot de Marseille à Madrid, par exemple, en Espagne. Enfin, je trouve ça absolument fou. Là, ça, c'est un jeu qui a été peint à la main par une Espagnole, par exemple. Je sais qu'en Amérique du Sud, le tarot de Marseille, c'est vraiment le tarot de Marseille qui est utilisé, et pas le tarot, anglo-saxon. Et un autre truc fascinant aussi, c'est qu'actuellement, j'ai apporté ici, donc ça, c'est... il s'appelle le tarot Vachier. Il s'appelle comme Vachier. Ça. Oui, parce que c'était Monsieur Vachier. Monsieur Vachier. Okay. Voilà. Et ça vient de sortir. C'est un passionné qui s'appelle Yves Reynaud, qui fait des reproductions, bien sûr, des reproductions de tarot historiques. Et ça, c'est le plus ancien. Ouais. Voilà, c'est le plus ancien jeu de tarot complet qui a été retrouvé à ce jour dans une collection, enfin, qui a été vendue aux enchères, etc. Le jeu était intact. Il date de 1639, très exactement. Donc, le plus vieux jeu, et il est sorti il y a 1 an à peu près. Il a été ressorti de sa grotte il y a 1 an. Le plus vieux jeu complet de tarot dit de Marseille retrouvé
à ce jour, avec cette iconographie-là, c'est ce tarot Vachier qui date de 1639. Et puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on retrouvera un tarot de encore antérieur, quoi. Du coup, vous les collectionnez ? Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que, en fonction de leur histoire, en fonction de leur époque, ils ont une sensibilité différente dans l'approche et le questionnement que vous pouvez avoir ? C'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque vous utilisez tel ou tel jeu, en fait, il y a une sensibilité particulière ? Non, en fait, j'utilise un tarot pour jouer. Pour mes tirages, c'est le tarot retrouvé, le fameux tarot de Sébastien Michel, dédicacé par l'auteur, au passage. Parce que c'est celui-ci. Je vais mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le tarot que j'utilise quotidiennement au quotidien. Ouais. Les autres tarots, avec des belles couleurs. Oui, oui. Je vais faire un point là-dessus. Avec des très très belles couleurs. Hein. Et justement, il s'est entouré d'une de ses anciennes étudiantes qui était graphiste et spécialiste de costumes du Moyen-Âge, au passage. Donc, les amis, je dis à la réalisation, si on parle de cartes et que vous faites des plans larges, c'est pas très très intéressant. Voilà, il vaut mieux qu'on fasse des plans sur les cartes, c'est beaucoup mieux. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors effectivement, et ça c'est celui de Sébastien Michel. Ouais, hein. Je cherchais la boîte. On va la retrouver, vous inquiétez pas. On va la retrouver. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Ouais. Ok, au passage. Ouais, très bien. Le tarot retrouvé, pourquoi il l'a appelé comme ça ? Alors, il l'a appelé comme ça parce que justement, Sébastien Michel, son projet, c'était de se rapprocher le plus possible des tarots anciens. Donc, en allant chercher des vieux jeux de cartes, pour vraiment aller justement, non pas le tarot, le fameux Grimaud de 1930 qui en fait est un dérivé du Convert, si je dis pas de bêtises, qui date de 1700 quelque chose, et donc d'aller vraiment chercher dans les archives les plus vieilles planches ou les plus vieilles cartes de tarot et se rapprocher du tarot de l'origine, en fait. Et c'était avant que le Vachier ne sorte. Donc, il est vraiment beau, hein, celui-là. Ouais, hein. ouais. Je vais lui dire, hein, Sébastien, je vais lui dire qu'il est très très bien son tarot, très clairement. Super. Voilà. Alors, vous avez apporté aussi d'autres supports en dehors du tarot. Je vois avec vos petites pierres. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors ça, c'est quelque chose aussi que Sébastien Michel m'a fait découvrir. Que vous utilisez ? Oui, ça c'est quelque chose d'assez fascinant. Au début, j'ai cru que c'était des runes, mais non, rien à voir. Pas des, non, rien à voir, oui et non. C'est pas des runes, parce qu'en fait, les runes, c'est un peu comme des cartes, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des inscriptions, il y a des symboles. Il y a des symboles et dessus. Puis on tire les runes, et voilà. Alors qu'en fait, la géomancie, ce qui est fascinant, c'est que là, on va encore plus loin dans l'histoire. C'est le plus vieil art divinatoire connu à ce jour, encore plus ancien que l'astrologie. Donc, c'est à peu près entre 2 à 3 000 ans d'histoire. C'est un art méconnu, alors qu'au Moyen-Âge et la Renaissance, tout le monde pratiquait ça, en fait, qui est d'une très grande simplicité. En plus, j'adore parce que ça utilise des noms latins. Enfin, il y a tout un tas de choses super, une fois de plus, par rapport à cet héritage-là. Et ce que je trouve aussi fascinant dans l'histoire, c'est que en fait, c'était très très répandu et ça l'est d'ailleurs encore beaucoup en Afrique en particulier. L'origine serait perse ou africaine. Ça se pratique dans tous les pays du monde, mais plutôt en Afrique. Le yiking ou le yijing, je ne sais pas comment on prononce, en Asie serait un peu dérivé aussi de ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la Renaissance, justement, il y avait des combats entre les astrologues et les géomanciens, parce que forcément, il fallait gagner sa croûte. Et pour aller à la cour du roi, ou en tout cas dans les bonnes maisons, il fallait vendre ses services. Et en fait, pour être astrologue à l'époque, il fallait être érudit. Parce que maintenant, on a des logiciels, etc. Mais il fallait connaître l'astronomie, la position des planètes, etc. Donc, c'était vraiment réservé à des gens très, très érudits. Alors que la géomancie, il faut savoir compter jusqu'à 1 ou jusqu'à 2. Enfin, c'est très simple. Et donc, pour garder leur place à la cour du roi, dans les grandes maisons, les astrologues ont complexifié la géomancie pour que ça devienne complètement une usine à gaz. Tellement usine à gaz que c'est tombé en désuétude. Et ça a quasiment disparu, en tout cas en France, mais en Europe. Alors là, c'est des petites pierres ? Oui, là, c'est des pierres, mais en fait, géomancie, ça veut dire géo, c'est la terre, et mancie, c'est la divination, en fait. Mais ça peut, en fait, initialement, c'était plutôt des
en Afrique, avec des bâtons, on peut taper comme ça dans le sable, des traits comme ça, et en fait compter s'il y a un nombre pair ou s'il y a un nombre impair, tout simplement. Donc ça peut se faire aussi maintenant avec un papier, un stylo. Alors faites voir la gestuelle qu'on fait avec ces pierres. Alors la gestuelle, vient d'où ces pierres? Là, c'est de l'obsidienne. Ah, d'accord. Mais bon, voilà, faut que ce soit naturel. Après, chacun fait bien comme il veut. Bien sûr. C'est censé être un oracle de la terre. Alors, j'avais une petite boîte en bois pour les mettre dedans, mais malheureusement, elle avait une petite vitre, la boîte, et elle s'est cassée. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise dans la sachet. Okay. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de monter une figure à 4 étages, qui correspondent aux 4 éléments du ciel vers la terre. Et donc, on pose sa question. Alors là, il y a plusieurs types de tirages, mais là, pour montrer ce que c'est, on pose sa question. Et là, justement, pour répondre, est-ce que oui ou non, je vais avoir tel ou tel emploi, ou que sais-je. Et en fait, l'idée, c'est de prendre comme ça 4 séries de pierres, ou de coquillages, ou de tout ce qu'on veut. Et ensuite, deux par deux, comme ça, on enlève pour savoir combien il en reste. Voilà, donc là, il m'en reste une. Là, il m'en reste 2. Donc, on ramène tout à 1 ou à 2, en fait, ce qui fait écho à le bien, le mal, le jour, la nuit, enfin, l'aspect binaire du monde, on va dire. Là, il m'en reste une, et là, il m'en reste une. Voilà. Et donc, cette figure-là, elle s'appelle Puella. Donc, c'est ça que je trouve aussi très joli, parce que c'est des noms latins, donc il y a ce côté histoire. On dirait que vous préparez une pizza. C'est ça, c'est une pizza romane. Mais il vaut mieux un tapis, parce que sinon les pierres... c'est pour ça. Bien sûr. Et en fait, Puella, elle va représenter, ça veut dire la jeune fille en latin, et elle va représenter tout ce qui va être agréable, tout ce qui va être la séduction, tout ce qui va être joli, beauté, tranquille, la beauté, etc. Dans son aspect positif, on va dire, et dans son aspect négatif, ça va être plutôt un petit peu la frivolité, ou un petit peu la manipulation par la séduction, ou le fait d'être un peu inconséquent, voilà. Et donc, on pose sa question. Il y a différents, après, il y a pas mal de choses à dire, mais en tout cas, voilà le principe, c'est d'avoir des figures comme ça. En tout, il y a 16 figures. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs. J'ai fait une conférence là-dessus sur ma chaîne YouTube, au passage, donc comme ça, ça pourrait être expliqué. Et en fait, de manière très très simple, avec 16 figures. Donc, on a 16 archétypes, en gros. Après, on les combine, etc. Il y a de la technique, mais très simplement, on peut avoir des réponses. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est la pertinence. C'est la pertinence d'un truc aussi, entre guillemets, aussi simple que ça. Et on retrouve des vieux manuscrits aussi, parce que là, c'est juste un tirage à une figure, mais le tirage complet, ça s'appelle un écu géomantique, où en fait, il y a 15 figures. Et en fait, il y a 12 de ces figures qui sont rangées dans les maisons astrologiques. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, il y a 12 signes, mais il y a aussi 12 maisons. Et chaque maison représente un secteur particulier de la vie. La maison 1, c'est l'ascendant. Ça représente soit la personnalité, etc. La maison 2, c'est plutôt l'argent. La maison 3, c'est plutôt l'entourage, etc. Et en fait, on retrouve des manuscrits, on retrouve des écus géomantiques dans des trucs du Moyen-Âge. Je crois que c'était chez les Medici ou chez les Borgia. Je crois que c'est les Medici. Ils ont, dans leur emblème, ils ont cette figure qui s'appelle carcère. Carcère, ça veut dire la prison, l'univers carcéral, et qui est représenté par cette figure en enclos, comme ça. Et ça, c'est sur le blason, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les Medici ou les Borgia, je sais plus, mais voilà, de la Renaissance. Donc c'était vraiment un art extrêmement répandu, extrêmement connu, extrêmement pertinent en plus, et qui a quasiment disparu, et qui revient un petit peu aussi là, au goût du jour, et qui me ramène là aussi, une fois de plus, à l'histoire de la Renaissance, à toutes ces choses-là. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est, d'une part, c'est rigolo, mais en plus de ça, moi, vraiment, depuis 2-3 ans, je découvre un univers d'histoire, de spiritualité oui, parce que européenne. ça va bien plus loin que
je veux dire, l'analyse de la question qui est bien posée, sûr. ou Bien ou ça va bien plus loin que ça. Parce que c'est les 4 éléments, bien etc. Sûr, c'est tout un tas de choses. Alors après, on peut se moquer des 4 éléments, machin, mais en fait, on a vraiment un héritage. Les mots changent peut-être, mais les atomes, les éléments... Enfin. Et c'est là où on se rend compte à quel point les différentes pratiques, à quel point tout est ultra lié, quoi. Le tarot, la numérologie, l'astrologie, tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est ça, tout dépend. Est-ce qu'on fait un horoscope où un Madame Irma vous dit tout et vous allez gagner au loto et trouver l'amour en sortant, en restant chez vous, à attendre qu'il vienne sonner à la porte. Ça, c'est vraiment le cliché de la voyante avec son turban, la boule de cristal, etc. Et en fait, je trouve le vrai apport, c'est ça, c'est cet échange humain. On est vraiment dans l'humain, avec un support, quel qu'il soit, mais... On rencontre des gens, on parle d'un problème, on va au cœur du truc, et la première parole qu'on prononce, on voit que la personne, elle est abasourdie de se dire, mais on parle de moi, quoi. Enfin, c'est fascinant. C'est ça qui est fascinant. On va mettre évidemment, alors bien sûr, on peut vous consulter parce qu'on a parlé bien sûr du tarot de Marseille, on a parlé de la géomancie, un petit peu de numérologie, et il y a des tas d'autres choses que vous pouvez découvrir dans l'univers d'Emmanuel Boselli. On peut vous consulter à distance ? Oui, je fais mes consultations à distance. La plupart du temps à distance ? Oui, enfin après, quelques amis, etc. Au resto, etc. Mais je n'ai pas de lieu de consultation. Par contre, ça se fait. En tout cas, à distance, on va mettre autour de cette vidéo tous les liens qui vont vous permettre évidemment de rentrer en contact avec Emmanuel. Également, les liens de la chaîne YouTube. Oui. Ça, c'est important. Et puis, l'ensemble des réseaux. Alors, c'est vrai que quand on regarde et quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, c'est pas un titre que vous avez, c'est une en-tête de lettres. C'était Emmanuel Boselli, accompagnant et conseil divinatoire, tarot de Marseille, numérologie du tarot et géomancie. Bon, ça, c'est la vitrine globale. Oui, enfin ésotérique, on va dire. C'est ça. Oui, parce que vous avez effectivement de l'accompagnement dit classique sous forme de coaching. C'est ça, c'est du coaching. Et puis de temps en temps, quand le questionnement est trop fort, hop, vous allez utiliser probablement un support divinatoire pour cet accompagnement de coaching. Parce que maintenant que les gens savent que vous faites du divinatoire aussi au travers des supports que vous avez présentés, si vous vous engagez, s'ils s'engagent sur un coaching classique, ils vont se dire on peut avoir une petite confirmation avec un support ? Alors pour l'instant, ça ne s'est pas produit comme ça, mais effectivement, moi je suis vraiment issu du milieu médical et scientifique. Donc ça, c'est mon vrai métier, on va dire. Je suis un scientifique, j'ai fait des publications scientifiques, etc. Tout ça, donc vraiment. Là, suite à des burn-out et autres, je me reconvertis effectivement dans l'accompagnement ou le coaching, et en particulier des soignants en burn-out qui en ont bien besoin, ou en tout cas des personnes en mal-être professionnel essentiellement, ou pas que, mais en tout cas pour les aider sur le chemin de la transformation et du développement personnel avec des techniques de coaching classiques. Je suis aussi formé en hypnose et hypnothérapeute, donc j'utilise des techniques d'hypnose. Voilà. Et j'ai séparé l'aspect divinatoire parce que... C'est trop tard. Peut-être, on verra. Vous ne pouvez plus séparer maintenant. On verra. Mais en tout cas, ce que je constate, j'y vais pas à pas parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup d'idées reçues. Ah non, mais c'est sûr. Sur les arts divinatoires. Voilà, le le côté charlatan, machin. Et en fait, je me rends compte, plus ça va, discrètement, j'ouvre la porte et il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés que je ne le pense. Et pour l'instant, j'ai tiré des cartes à des scientifiques de haut niveau. Qui ont dû se dire, je teste pour voir. Oui, et puis... Et qui ont vu. Et qui ont vu. Donc pour l'instant, j'ai pas... Mon coaching normal, on va dire, n'est pas mélangé, imbriqué avec le reste. Mais quand même un peu. C'est ma passion, donc... Évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir. Merci c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a rarement fait une émission, alors on en a fait plusieurs sur le tarot et sur ces supports-là, mais rarement de cette manière-là, avec justement cette dimension historique qu'il peut y avoir avec les maîtres Cartier et autres, et l'origine du tarot. Et ça, c'était très intéressant. Merci, commentez avec bienveillance comme toujours, partagez, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous, salut.